gardez-les ouverts encore un instant. Juste un instant de plus. Parce que ce que je vais vous dire dans les prochaines secondes va changer la façon dont vous percevez ce moment précis. Vous êtes allongé quelque part en ce moment. Peut-être dans votre lit, peut-être sur un canapé, peut-être avec des écouteurs, peut-être dans le noir. Et vous pensez probablement que vous êtes immobile, que le monde autour de vous est calme, silencieux, figé. Mais voici la vérité, une vérité si extraordinaire qu'elle devrait vous couper le souffle. En ce moment même, la Terre sous votre corps tourne sur elle-même à une vitesse de 1670 km par heure. Vous ne le sentez pas? Pas du tout. Pas la moindre vibration, pas le moindre mouvement, et pas la moindre secousse. Et en même temps, cette même Terre fonce autour du Soleil à 107 000 km par heure. Et le système solaire tout entier se déplace autour du centre de la Voie lactée à 828 000 km par heure. Et la Voie lactée elle-même traverse l'univers à plus de 2 millions de kilomètres par heure. Si vous additionnez tout cela, vous êtes en train de voyager à environ 3 millions de kilomètres par heure à travers le cosmos. Et pourtant, vous ne ressentez rien. Absolument rien. Juste le calme. Juste la paix. Juste le silence de votre chambre. N'est-ce pas la chose la plus incroyable que vous ayez jamais entendue? Et ce n'est que le début. Ce soir, nous allons voyager ensemble à travers les faits les plus apaisants, les plus beaux, chez les plus extraordinaires sur cette planète que vous appelez votre maison. Des faits qui vont vous bercer, qui vont calmer votre esprit, qui vont transformer votre anxiété en émerveillement. Parce que la Terre, cette boule de roche et d'eau qui flotte dans l'immensité noire de l'espace, est sans doute la chose la plus remarquable qui ait jamais existé dans l'univers connu. Et vous vivez dessus. Vous respirez son air, vous buvez son eau. Vous êtes fait de ces atomes. Vous n'êtes pas simplement sur la Terre. Vous êtes la Terre. Et ce soir, je vais vous montrer pourquoi. Mais avant de commencer ce voyage, laissez-moi vous dire quelques faits qui vont immédiatement éveiller votre curiosité. Saviez-vous que la Terre est la seule planète du système solaire qui n'a pas été nommée d'après un dieu? Mars porte le nom du dieu de la guerre. Vénus est la déesse de l'amour. Jupiter, le roi des dieux. Saturne, le dieu du temps. Mais la Terre, son nom vient simplement du vieux mot germanique pour le sol. Pour la terre sous vos pieds. Quelque chose d'humble, quelque chose de réel, quelque chose de proche. Et voici un autre fait qui devrait vous laisser sans voix. Il y a assez d'or à l'intérieur du noyau de la Terre pour recouvrir toute la surface de la planète d'une couche d'or d'environ 45 cm d'épaisseur. 45 cm d'or pur sur chaque centimètre carré de terrain, de montagne, d'océan. Mais cet or est enfermé à plus de 5000 km sous vos pieds, dans un noyau de fer en fusion, aussi chaud que la surface du Soleil. Et voici encore un autre fait. Chaque jour, la Terre reçoit environ 60 tonnes de poussière cosmique, et de la poussière d'étoiles. Des particules qui ont voyagé à travers l'espace pendant des millions, parfois des milliards d'années, et qui tombent doucement, silencieusement, sur votre toit, sur votre jardin, sur vos cheveux pendant que vous dormez. Vous vous réveillez chaque matin légèrement plus couvert de poussière d'étoiles que la veille. Et si nous comprimions les 4 540 millions d'années d'existence de la Terre
En une seule journée de 24 heures, la civilisation humaine tout entière, toute notre histoire, toutes nos guerres, tous nos empires, tous nos rêves, toute notre musique, tout notre art apparaîtrait dans la dernière seconde et 2/10 de cette journée. Nous sommes les derniers arrivés à une fête qui dure depuis une éternité. Si vous aimez vous endormir en découvrant les merveilles de notre univers, si ces faits éveillent en vous quelque chose, cette curiosité douce et apaisante qui rend la nuit plus belle, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne, appuyez sur la cloche pour ne rien manquer, et laissez un commentaire pour me dire quel est le fait sur la Terre qui vous impressionne le plus. Je lis chaque commentaire, chaque mot. Maintenant, commençons. Respirez profondément, installez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans un voyage que vous n'oublierez jamais. Revenons à cette idée extraordinaire. Vous êtes en mouvement, en ce moment même, à une vitesse vertigineuse, mais vous ne le sentez pas. Pourquoi? Pourquoi votre corps, qui est si sensible qu'il peut détecter une plume effleurant votre peau, ne peut-il pas sentir qu'il traverse l'espace à 3 millions de kilomètres par heure? La réponse est l'une des plus belles leçons de physique que la nature nous offre, et elle est étonnamment simple. Tout autour de vous se déplace exactement à la même vitesse. Votre lit, votre couverture, l'air dans vos poumons, les murs de votre chambre, le sol sous votre maison, tout, absolument tout se déplace avec la Terre, à la même vitesse, dans la même direction, sans la moindre différence. Et votre corps ne peut détecter le mouvement que lorsqu'il y a un changement de vitesse ou de direction. C'est la première loi de Newton. Un objet en mouvement reste en mouvement à la même vitesse et dans la même direction, à moins qu'une force extérieure n'agisse sur lui. Et comme tout se déplace ensemble, de manière parfaitement uniforme, il n'y a rien à ressentir. C'est comme être dans un avion à altitude de croisière. Quand l'avion vole en ligne droite, sans turbulence, vous pouvez fermer les yeux et oublier complètement que vous êtes à 10 000 mètres d'altitude, fonçant à 900 km par heure. Vous pourriez poser une tasse de café sur la tablette et elle resterait parfaitement immobile. C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec vous et la Terre. Vous êtes dans le véhicule le plus doux, le plus silencieux, le plus stable jamais créé. Et ce véhicule s'appelle la planète Terre. Mais voici quelque chose d'encore plus fascinant. La Terre ralentit. Pas brusquement, pas de manière perceptible, mais lentement, doucement, au fil des millénaires. La rotation de la Terre décélère d'environ 2,3 millisecondes par siècle. Que cela semble insignifiant, n'est-ce pas? Mais projetez-vous dans le temps. Il y a 600 millions d'années, un jour sur Terre ne durait que 21 heures. Les journées étaient plus courtes. Le soleil se levait et se couchait plus vite. Les créatures qui vivaient à cette époque vivaient dans un monde qui tournait plus vite que le vôtre. Et la raison de ce ralentissement est magnifique. C'est la Lune. La gravité de la Lune tire sur les océans de la Terre, créant les marées. Et cette interaction crée ce qu'on appelle la friction des marées, un frottement doux mais constant qui freine imperceptiblement la rotation de la Terre. La Lune, cet objet silencieux et lumineux que vous voyez dans votre ciel nocturne, est en train de bercer la Terre, de la ralentir, centimètre par centimètre, milliseconde par milliseconde. Et en retour, ce transfert d'énergie pousse la Lune un tout petit peu plus loin de nous chaque année, environ 3,8 cm. La Lune s'éloigne, très lentement, mais elle s'éloigne.
Dans des milliards d'années, les jours sur Terre pourraient durer 50 heures ou plus. Mais pour l'instant, ce soir, la rotation est si parfaite, si régulière, si douce, que chaque lever de soleil arrive exactement quand il devrait, que chaque coucher de soleil peint le ciel exactement comme prévu. Et parce que la Terre tourne, elle crée quelque chose de magnifique dans son atmosphère et ses océans. L'effet Coriolis. Imaginez que vous lanciez une balle en ligne droite au-dessus d'un manège en rotation. Du point de vue de quelqu'un sur le manège, la balle semblerait courbée. C'est exactement ce qui arrive aux masses d'air et d'eau sur Terre. Et parce que la planète tourne sous elle, elle semble dévier. Dans l'hémisphère nord, les vents et les courants océaniques dévient vers la droite. Dans l'hémisphère sud, vers la gauche. C'est pour cela que les ouragans tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. C'est pour cela que les courants océaniques forment de grands cercles appelés gyres. C'est pour cela que les vents ne soufflent pas simplement en ligne droite du nord au sud, mais s'enroulent en spirale complexe autour du globe. La Terre remue doucement son atmosphère et ses océans, comme quelqu'un qui remue lentement une tasse de thé chaud. Un mouvement circulaire, doux, constant, apaisant. Et ce mouvement distribue la chaleur du soleil autour de la planète, empêchant les tropiques de devenir trop chauds et les pôles de devenir trop froids. La rotation de la Terre ne fait pas que marquer le temps. Elle régule la température de la planète entière. Elle est la raison pour laquelle le climat est habitable. Elle est, en un sens, le battement de cœur de la Terre. Et maintenant, levons les yeux. Ou plutôt, levons notre conscience vers le haut. Au-dessus de vous en ce moment, il y a une couche invisible qui vous maintient en vie à chaque seconde de chaque jour. L'atmosphère terrestre. Vous ne pouvez pas la voir. Vous ne pouvez pas vraiment la sentir, sauf quand le vent souffle. Mais elle est là, s'étendant sur des milliers de kilomètres au-dessus de votre tête. Et elle est la seule chose qui sépare votre corps fragile du vide mortel de l'espace. En ce moment, 5,5 millions de milliards de tonnes d'air reposent au-dessus de vous. 5,5 fois 10 puissance 18 kg. C'est un nombre si grand qu'il est presque impossible à concevoir. Et tout cet air appuie sur vous à chaque instant avec une pression de 1,03 kg par centimètre carré, soit environ 14,7 livres par pouce carré. Votre corps entier supporte environ 1 tonne de pression atmosphérique en ce moment. Et vous ne sentez rien. Pourquoi? Parce que la pression à l'intérieur de votre corps, dans vos poumons, dans vos tissus, dans chaque cellule, pousse vers l'extérieur avec exactement la même force. Vous êtes en équilibre parfait avec l'atmosphère. Toujours, à chaque instant, c'est comme être au fond d'un océan d'air. Oh, mais un océan si parfaitement calibré que vous ne remarquez jamais sa présence. L'atmosphère n'est pas uniforme. Elle est composée de couches, comme les pelures d'un oignon, chacune avec ses propres caractéristiques, ses propres merveilles, ses propres secrets. La première couche, celle où vous vivez en ce moment, s'appelle la troposphère. Elle s'étend du sol jusqu'à environ 12 km d'altitude et elle contient environ 75% de toute la masse atmosphérique. C'est ici que tout se passe. C'est ici que les nuages se forment, que la pluie naît, que le vent souffle, que les orages grondent.
c'est la couche la plus active, la plus vivante, la plus dynamique de l'atmosphère. Et pourtant, 12 kilomètres, c'est rien. C'est la distance que vous pourriez parcourir en voiture en 10 minutes sur l'autoroute. Alors, si la Terre était un ballon de football, la troposphère serait plus fine qu'une couche de vernis. Au-dessus de la troposphère se trouve la stratosphère, qui s'étend de 12 à 50 km d'altitude. C'est un monde complètement différent. Il n'y a presque pas de météo ici, pas de nuages, à l'exception de rares nuages nacrés qui brillent de couleurs iridescentes. L'air est incroyablement sec et calme. C'est dans cette couche que les avions de ligne préfèrent voler, au-dessus des turbulences et des tempêtes. Et c'est ici, dans la stratosphère, que se trouve l'une des choses les plus extraordinaires que la Terre ait jamais créée. La couche d'ozone. Nous y reviendrons dans un instant, car elle mérite qu'on s'y attarde. Encore plus haut, entre 50 et 80 km, se trouve la mésosphère. Et c'est la couche la plus froide de l'atmosphère, avec des températures qui peuvent descendre à moins 90 degrés Celsius. Et c'est ici que quelque chose de magique se produit. Chaque nuit, des millions de petites roches spatiales, des météoroïdes, entrent dans l'atmosphère terrestre à des vitesses allant jusqu'à 72 km par seconde. Et quand ils frappent la mésosphère, la friction avec l'air les fait brûler, se désintégrer, disparaître dans une traînée de lumière. Ce sont les étoiles filantes. Ces lumières sur lesquelles vous faites des vœux, ces traînées brillantes que vous voyez parfois en levant les yeux vers le ciel nocturne, ce sont des roches qui meurent. Elles se sacrifient dans la mésosphère, brûlant pour que rien n'atteigne le sol. Oui, la mésosphère est le bouclier de la Terre contre les bombardements spatiaux. Elle vous protège chaque nuit pendant que vous dormez, et vous n'en savez même pas la plupart du temps. Au-dessus de la mésosphère se trouve la thermosphère, qui s'étend de 80 à environ 700 km d'altitude. Ici, les choses deviennent vraiment étranges. Les températures dans la thermosphère peuvent atteindre 2500 degrés Celsius. Cela semble terrifiant, n'est-ce pas? Mais si vous étiez dans la thermosphère, vous auriez froid. Oui, froid. Parce que les molécules d'air sont si dispersées, si éloignées les unes des autres, qu'il n'y en a tout simplement pas assez pour transférer la chaleur à votre corps. La température mesure l'énergie des molécules individuelles, et chaque molécule est effectivement très énergétique. Mais elles sont si rares que vous ne ressentiriez presque rien. C'est dans la thermosphère que la Station spatiale internationale orbite à environ 400 km d'altitude. Les astronautes vivent dans cette couche, faisant le tour de la Terre toutes les 90 minutes, voyant 16 levées et 16 couchers de soleil chaque jour. Et enfin, tout en haut, la dernière couche, l'exosphère. Elle s'étend de 700 à environ 10 000 km d'altitude. C'est l'endroit où l'atmosphère terrestre se dissout lentement dans le néant de l'espace. Les molécules, ici, sont si rares qu'une seule molécule peut voyager 700 km avant de rencontrer une autre molécule. Imaginez cela. 700 km de solitude absolue entre deux particules. C'est l'endroit le plus solitaire, le plus silencieux et le plus isolé qui soit encore techniquement rattaché à la Terre. C'est le dernier murmure de notre planète avant le silence infini de l'espace. Revenons maintenant à la couche d'ozone, car cette histoire est l'une des plus belles que l'humanité ait jamais vécue.
et presque personne ne la connaît vraiment. La couche d'ozone est une mince bande de molécules d'ozone, O3, située dans la stratosphère, principalement entre 15 et 35 km d'altitude. Si vous compreniez toutes les molécules d'ozone de l'atmosphère et que vous les rassembliez en une seule couche uniforme à la pression au niveau de la mer, cette couche ne ferait que 3 mm d'épaisseur. 3 mm, c'est à peine l'épaisseur de 2 pièces de monnaie empilées. Et pourtant, ces 3 mm absorbent entre 97 et 99% des rayons ultraviolets nocifs du Soleil. Sans cette couche microscopique, vous ne pourriez pas sortir à l'extérieur plus de quelques minutes sans subir des brûlures graves. La vie sur Terre, hors des océans, serait presque impossible. Et en 1985, des scientifiques ont découvert que cette couche était en train de disparaître. Un trou était apparu au-dessus de l'Antarctique, causé par des produits chimiques fabriqués par l'homme, les chlorofluorocarbones, utilisés dans les réfrigérateurs, les climatiseurs et les aérosols. Le monde a été choqué. Et voici ce qui est remarquable. Le monde a agi. En 1987, le protocole de Montréal a été signé. Presque tous les pays du monde se sont mis d'accord pour éliminer progressivement ces produits chimiques. Et ça a marché. La couche d'ozone se reconstitue lentement. Les scientifiques estiment qu'elle pourrait être entièrement guérie d'ici environ 2066. C'est l'une des plus grandes réussites collectives de l'humanité. Et presque personne n'en parle. La prochaine fois que vous verrez le ciel bleu, rappelez-vous qu'il y a une fine couche invisible là-haut qui vous sauve la vie. Et que l'humanité, quand elle le veut vraiment, peut réparer ce qu'elle a cassé. En parlant de ciel bleu, avez-vous déjà réfléchi à pourquoi le ciel est bleu? Pas bleu comme de la peinture, pas bleu comme l'océan, mais ce bleu particulier, doux, lumineux, qui change d'intensité tout au long de la journée. Et la réponse est un phénomène appelé la diffusion de Rayleigh. La lumière du soleil est blanche, ce qui signifie qu'elle contient toutes les couleurs du spectre visible, du rouge au violet. Quand cette lumière entre dans l'atmosphère, elle rencontre des molécules d'azote et d'oxygène. Ces molécules sont beaucoup plus petites que les longueurs d'onde de la lumière visible, et elles diffusent les longueurs d'onde plus courtes beaucoup plus efficacement que les longues. Le bleu et le violet ont les longueurs d'onde les plus courtes. En théorie, le ciel devrait être violet, car le violet est diffusé encore plus que le bleu. Mais nos yeux sont beaucoup plus sensibles au bleu qu'au violet, et une partie de la lumière violette est absorbée dans la haute atmosphère. Le résultat est ce bleu magnifique, apaisant, serein, que vous voyez chaque jour. Et au coucher du soleil, quelque chose de merveilleux se produit. Quand le soleil est bas sur l'horizon, sa lumière doit traverser beaucoup plus d'atmosphère pour atteindre vos yeux. Imaginez la différence entre regarder à travers une mince couche de verre teinté et regarder à travers une épaisse couche du même verre. Plus la lumière traverse d'atmosphère, plus les courtes longueurs d'onde, le bleu et le violet, sont diffusées et dispersées dans toutes les directions. Ce qui reste, ce qui atteint vos yeux, ce sont les longues longueurs d'onde. Le rouge, l'orange, le doré, le rose. C'est pour cela que les couchers de soleil sont si chauds, si doux, si apaisants. Vous ne voyez que les longueurs d'onde les plus douces, les plus chaudes de la lumière, les longueurs d'onde qui calment l'esprit et réchauffent le cœur. Et voici un fait surprenant.
Sur Mars, les couchers de soleil sont bleus. L'inverse exact de la Terre. Les particules de poussière dans l'atmosphère martienne diffusent la lumière d'une manière complètement différente, de sorte que le ciel de jour sur Mars est rougeâtre et les couchers de soleil sont d'un bleu pâle et froid. Chaque planète a sa propre signature de couleur et la nôtre est la plus chaude de toutes. Avez-vous remarqué quelque chose? Nous avons parlé de la lumière, des couleurs, du ciel. Mais qu'en est-il du son? À environ 100 km au-dessus de votre tête se trouve une ligne invisible appelée la ligne de Kármán. C'est la frontière internationalement reconnue entre l'atmosphère terrestre et l'espace. Et au-dessus de cette ligne, il n'y a pas assez de molécules d'air pour transporter le son. L'espace est silencieux, complètement, totalement, absolument silencieux. Pas de murmure, pas d'écho, pas de vibration. Si une étoile explosait juste à côté de vous dans l'espace, vous ne l'entendriez pas. Le son a besoin d'un milieu pour voyager, de molécules qui se poussent les unes les autres, comme une vague dans l'eau. Et dans le vide de l'espace, il n'y a rien à pousser. Mais ici, sur Terre, l'atmosphère transporte chaque son jusqu'à vos oreilles. Le chant des oiseaux à l'aube, le bruit de la pluie sur un toit, le vent dans les feuilles d'un arbre, le rire d'un enfant dans un parc, le ronronnement d'un chat endormi. Chaque son que vous avez jamais entendu, chaque musique qui vous a fait pleurer, chaque voix qui vous a dit « je t'aime » n'a pu atteindre vos oreilles que grâce à cette fine couche d'air qui enveloppe notre planète. L'atmosphère est le système sonore de la Terre, et sans elle, tout serait silence. Et voici quelque chose que presque personne ne sait. La Terre elle-même produit un son, un bourdonnement constant, profond, à basse fréquence, d'environ 10 MHz. C'est beaucoup trop bas pour que l'oreille humaine puisse le détecter. Nos oreilles ne peuvent entendre que les fréquences entre 20 et 20 000 Hz. 10 MHz est des milliers de fois en dessous de notre seuil d'audition. Mais les sismographes ultrasensibles peuvent le capter. Ce bourdonnement est causé par les vagues de l'océan qui interagissent avec le fond marin, créant des vibrations qui se propagent à travers toute la planète. La Terre vibre constamment, doucement, comme une cloche qui n'a jamais cessé de résonner depuis sa formation. En ce moment même, alors que vous êtes allongé dans votre lit, la planète sous vous bourdonne. Elle chante, elle vous berce avec un son que vous ne pouvez pas entendre, mais qui est là, toujours, depuis des milliards d'années. Et maintenant, descendons, pas vers le haut, mais vers l'eau. L'eau, cette substance si ordinaire, si quotidienne, que vous n'y pensez presque jamais. Vous ouvrez un robinet et elle coule. Vous buvez un verre et vous l'oubliez. Mais l'eau sur Terre est l'une des choses les plus extraordinaires de l'univers. Et elle a une histoire qui devrait vous laisser émerveiller. Chaque goutte d'eau sur cette planète est ancienne. Incroyablement, incompréhensiblement ancienne. L'eau sur Terre a environ 4,4 milliards d'années. Elle est presque aussi vieille que la planète elle-même. Et voici ce qui est fascinant. L'eau n'est jamais créée et jamais détruite sur Terre. Elle se transforme, elle change d'état, elle s'évapore, elle se condense, elle gèle, elle fond, mais elle ne disparaît jamais. L'eau que vous avez bue aujourd'hui a été, à un moment donné dans le passé, chaque chose imaginable. Elle a été un nuage au-dessus de l'Amazonie. Elle a été une vague
dans un océan ancien qui n'existe plus. Elle a été de la glace dans un glacier qui recouvrait l'Europe il y a 20 000 ans. Elle a été de la pluie qui est tombée sur le dos d'un dinosaure. Elle a été de la vapeur s'élevant d'un volcan primitif il y a 3 milliards d'années. Chaque molécule d'eau dans votre corps, en ce moment, a une histoire de 4 milliards d'années. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cette eau continue de circuler. En ce moment même, à l'instant où vous entendez ces mots, environ 16 millions de tonnes d'eau s'évaporent de la surface de la Terre chaque seconde. 16 millions de tonnes. Chaque seconde, cette eau monte dans l'atmosphère, forme des nuages, voyage sur des milliers de kilomètres, puis retombe sous forme de pluie ou de neige. Et le cycle recommence, encore et encore et encore, depuis 4 milliards d'années, sans interruption. C'est la berceuse de la Terre, un cycle éternel de transformation, de voyage, de retour. Les océans. Parlons des océans. Parce que si la Terre a un cœur, c'est l'océan. 71% de la surface de la Terre est recouverte d'eau et 97% de toute l'eau de la Terre se trouve dans les océans. La profondeur moyenne des océans est de 3688 mètres, qui est plus de 3 km et demi d'eau en moyenne sur 71% de la surface de la planète. Et dans certains endroits, les océans sont beaucoup plus profonds. La fosse des Mariannes, dans le Pacifique occidental, atteint une profondeur de 10 994 mètres, presque 11 km. Si vous preniez le mont Everest, la plus haute montagne du monde, et que vous le déposiez au fond de la fosse des Mariannes, il y aurait encore plus d'1 mile d'eau au-dessus de son sommet. C'est une profondeur si vertigineuse que la lumière du soleil n'y pénètre jamais. La pression y est si intense qu'elle écraserait un sous-marin comme une canette de soda. Et pourtant, la vie y existe. Des créatures étranges, bioluminescentes, qui n'ont jamais connu la lumière du soleil, vivent dans ces profondeurs, où elles créent leur propre lumière, dans le noir absolu. Et nous ne connaissons presque rien de ces profondeurs. Nous avons cartographié plus de la surface de la Lune et de Mars que du fond de nos propres océans. Les océans de la Terre restent le plus grand mystère de notre planète. Et peut-être est-ce pour le mieux. Peut-être que certains mystères sont faits pour rester des mystères. Peut-être que le fait de savoir qu'il y a quelque chose d'inconnu, juste sous la surface de notre propre monde, quelque chose de vaste et de silencieux et de profond, peut-être que c'est apaisant en soi. Les océans ne sont pas immobiles. Ils bougent constamment, portés par un système de courant qui fonctionne comme le système circulatoire d'un être vivant. Le plus grand de ces systèmes s'appelle la circulation thermohaline, le grand tapis roulant océanique. C'est un courant mondial qui transporte l'eau chaude des tropiques vers les pôles, où elle se refroidit, devient plus dense, coule au fond de l'océan, puis voyage lentement le long du fond marin de retour vers les tropiques, où elle remonte et se réchauffe à nouveau. Un seul cycle complet de cette circulation prend environ 1000 ans. 1000 ans pour qu'une masse d'eau fasse le tour du monde. C'est un mouvement si lent, si majestueux, si patient, qu'il en est presque méditatif. Et ce seul système de courant régule le climat de la planète entière. Il distribue la chaleur, il influence les saisons, il détermine quelles régions sont tempérées et lesquelles sont froides. Sans cette circulation, le monde serait méconnaissable. Les tropiques
serait insupportablement chaud. Non, les régions nordiques seraient gelées en permanence, mais grâce à ce courant, grâce à ce lent, patient, millénaire voyage de l'eau autour du globe, la Terre maintient un équilibre délicat. Un équilibre qui permet la vie. Et puis, il y a les marées. 2 fois par jour, chaque jour, la Lune tire doucement sur les océans de la Terre. Sa gravité est assez forte pour déplacer des milliards de tonnes d'eau, créant les marées hautes et basses que vous pouvez observer sur n'importe quelle côte. Chaque jour, environ 13 billions de tonnes d'eau se déplacent à cause de l'attraction lunaire. 13 billions de tonnes. Soulevées, déplacées, puis relâchées. 2 fois par jour, comme une respiration. Inspiration, expiration. La marée monte, la marée descend. C'est le rythme le plus ancien de la Terre. Et un rythme qui existe depuis que la Lune orbite autour de nous, depuis presque 4 milliards et demi d'années. Les marées les plus hautes du monde se trouvent dans la baie de Fundy, au Canada, où la différence entre marée haute et marée basse peut atteindre 16 mètres. 16 mètres d'eau qui montent et descendent 2 fois par jour, chaque jour, depuis des millénaires. Et dans les zones intertidales, entre les lignes de marée haute et basse, existent de minuscules écosystèmes appelés bassins de marée, des petits mondes en miniature avec leurs propres poissons, leurs propres algues, leurs propres crabes et anémones qui vivent entre les battements du rythme lunaire. Ces écosystèmes sont submergés pendant quelques heures, puis exposés à l'air pendant quelques heures. Et les créatures qui y vivent se sont adaptées à cette alternance constante entre 2 mondes. La Lune berce littéralement les eaux de la Terre, d'avant en arrière, comme un berceau cosmique. Parlons de la pluie un instant, de la pluie ordinaire, de l'eau qui tombe du ciel. À chaque instant, quelque part sur Terre, il pleut. En moyenne, une goutte de pluie tombe à environ 32 km par heure. Elle met environ 10 minutes pour voyager d'un nuage typique jusqu'au sol. 10 minutes de chute libre à travers l'atmosphère. Et pendant ces 10 minutes, cette goutte d'eau entre en contact avec des milliers de particules, de molécules, de courants d'air. Elle grossit en absorbant d'autres gouttelettes. Elle peut se diviser et se reformer. C'est un voyage complet, une odyssée en miniature, avant qu'elle ne touche le sol. Et quand elle touche le sol, quelque chose de merveilleux se produit. L'odeur de la pluie, cette odeur unique, fraîche, terrestre, que presque tout le monde sur la planète reconnaît et associe au calme. Cette odeur s'appelle le pétrichore. Le mot vient du grec ancien. Pétra signifiant pierre et ichor signifiant le fluide qui coule dans les veines des dieux. L'odeur de la pluie est littéralement appelée le sang des dieux sur la pierre. Et la science derrière cette odeur est fascinante. Pendant les périodes sèches, les plantes sécrètent des huiles qui s'accumulent dans le sol et sur les roches. Quand la pluie tombe, elle perturbe ces huiles et libère également un composé appelé géosmine, produit par des bactéries dans le sol. Ces substances sont projetées dans l'air par l'impact des gouttes de pluie, créant cette odeur caractéristique. Et certains scientifiques croient que les humains ont évolué pour trouver cette odeur agréable parce que, pour nos ancêtres, la pluie signifiait la survie. Elle signifiait que les rivières allaient se remplir, que les plantes allaient pousser, que la nourriture allait être abondante. L'odeur de la pluie est un souvenir évolutif de sécurité et d'abondance encodé dans notre ADN. C'est pour cela qu'elle vous calme. C'est pour cela que le son de la pluie est l'un des sons les plus apaisants au monde. Votre corps se souvient, à un niveau plus profond que la conscience, que la pluie signifie que tout va bien.
l'eau gèle aussi. Et quand elle le fait, elle crée certaines des choses les plus extraordinaires de la planète. Prenons les glaciers. Les glaciers contiennent environ 69% de toute l'eau douce de la Terre. Ce sont des rivières de glace qui se déplacent incroyablement lentement, quelques centimètres à quelques mètres par jour, sculptant des vallées, polissant des montagnes, remodelant des paysages entiers sur des millénaires. Et à l'intérieur de ces glaciers se trouvent des archives du passé. Les carottes de glace de l'Antarctique contiennent des bulles d'air emprisonnées depuis 800 000 ans. De l'air qui a été respiré par des créatures qui n'existent plus. Des animaux qui ont disparu bien avant l'apparition de l'humanité. Les scientifiques peuvent analyser ces bulles pour connaître la composition de l'atmosphère à n'importe quel moment des 800 000 dernières années. Nous pouvons littéralement respirer l'air du passé. La glace est la mémoire de la Terre et les flocons de neige. Chaque flocon de neige est unique. Non, ce n'est pas un mythe, c'est un fait scientifique. La forme d'un flocon de neige dépend de la température exacte, de l'humidité exacte, du trajet exact qu'il emprunte en tombant à travers l'atmosphère. Et parce que chaque flocon suit un chemin légèrement différent, chaque flocon développe une structure légèrement différente. Dans toute l'histoire de la Terre, depuis que la première neige est tombée il y a des milliards d'années, aucun flocon n'a jamais été identique à un autre. Jamais. C'est la créativité infinie de la nature. C'est la preuve que même dans quelque chose d'aussi simple qu'un cristal de glace, l'univers trouve un moyen d'être unique, chaque fois, sans exception. Et les lacs et les rivières, ces veines tranquilles de la Terre. Le lac Baïkal, en Russie, est le lac le plus ancien du monde, âgé de 25 millions d'années, et qui contient environ 20% de toute l'eau douce non gelée de la planète, plus d'eau que les 5 grands lacs d'Amérique du Nord réunis. Et il est si profond, 1642 mètres à son point le plus profond, que la lumière du soleil ne peut pas atteindre le fond. Le lac Baïkal est tellement clair que vous pouvez voir à 40 mètres de profondeur dans ses eaux. Il abrite des centaines d'espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, dont le nerpa, le seul phoque d'eau douce au monde. Ce lac est un monde en soi, un univers miniature de vie et de beauté qui existe depuis des millions d'années. Le Nil s'écoule sur 6650 km à travers l'Afrique et il coule depuis des millions d'années. L'Amazone déverse tellement d'eau douce dans l'océan Atlantique que vous pouvez trouver de l'eau douce à la surface de l'océan jusqu'à 160 km de la côte. 160 km en plein océan. Et l'eau à la surface est encore douce. C'est la puissance de ce fleuve. Et sous la surface de la Terre, des rivières souterraines coulent dans l'obscurité totale, à travers des grottes de calcaire et des aquifères anciens, transportant de l'eau qui n'a pas vu la lumière du soleil depuis des milliers d'années. La Terre est parcourue de rivières que vous ne verrez jamais, dans des endroits que personne n'a jamais visités, transportant de l'eau aussi vieille que la civilisation elle-même. Descendons maintenant plus profondément, beaucoup plus profondément, sous l'eau, sous le sol, sous la roche. Descendons au cœur même de la Terre. Imaginez que vous puissiez creuser un trou droit vers le bas depuis votre lit. Que trouveriez-vous? D'abord, les premiers 35 km environ, vous traverseriez la croûte terrestre. C'est la couche extérieure solide de la Terre, la coquille sur laquelle nous vivons.
Et malgré l'impression qu'elle donne, la croûte est incroyablement fine par rapport au reste de la planète. Si la Terre était une pomme, la croûte serait plus fine que la peau de la pomme. Sous les continents, elle fait en moyenne 30 à 50 km d'épaisseur. Sous les océans, elle est encore plus fine, seulement 5 à 10 km. Nous vivons sur la pellicule la plus fine, la plus fragile de notre planète. Sous la croûte se trouve le manteau, et qui s'étend jusqu'à environ 2900 km de profondeur. Le manteau représente environ 84% du volume total de la Terre. Il est fait de roches silicatées chaudes et visqueuses, pas liquides comme de la lave, mais pas complètement solides non plus. Le manteau coule très lentement, à la vitesse de quelques centimètres par an, environ la même vitesse à laquelle vos ongles poussent. Ce mouvement, si lent qu'il est imperceptible à l'échelle d'une vie humaine, est la force qui déplace les continents, qui crée les montagnes, qui ouvre les océans. La Terre est vivante sous vos pieds. Elle bouge, elle change, elle se transforme, mais si lentement que vous ne le remarquez jamais. Encore plus profond, à 2900 km sous la surface, commence le noyau externe. Oh, c'est une couche de fer et de nickel liquide en fusion, dont la température varie de 4400 à 6100 degrés Celsius. Ce noyau externe est en mouvement constant, tournoyant, bouillonnant, créant d'immenses courants de métal liquide. Et c'est ce mouvement, cette danse lente et puissante de fer fondu qui crée l'une des choses les plus importantes de la Terre. Mais nous y reviendrons dans un instant. Au centre même de la Terre, à partir de 5150 km de profondeur et jusqu'au centre à 6371 km, se trouve le noyau interne. Il est fait principalement de fer solide, malgré des températures d'environ 5500 degrés Celsius, aussi chaud que la surface du Soleil. Et la raison pour laquelle il est solide, malgré cette chaleur inimaginable, est la pression. La pression au centre de la Terre est 3,6 millions de fois la pression atmosphérique à la surface. Cette pression est si intense qu'elle force les atomes de fer à rester dans un état solide, même à des températures qui feraient fondre n'importe quoi à la surface. Le noyau interne est une boule de fer cristallin de la taille de la Lune, brûlant au cœur de notre planète depuis des milliards d'années. Et voici une question que vous pourriez vous poser. Pourquoi le centre de la Terre est-il encore chaud? 4 milliards et demi d'années, c'est très long. Pourquoi ne s'est-il pas refroidi? La réponse est double. Premièrement, il reste une quantité considérable de chaleur résiduelle de la formation même de la Terre. Et quand notre planète s'est formée par l'accrétion de roches et de débris spatiaux, les collisions ont généré une chaleur immense, et cette chaleur est toujours là, emprisonnée au centre de la planète, se dissipant très lentement vers l'extérieur. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus fascinant, la Terre est son propre réacteur nucléaire. Dans le manteau et la croûte, des éléments radioactifs comme l'uranium, le thorium et le potassium se désintègrent naturellement, libérant de la chaleur dans le processus. Cette désintégration radioactive produit environ la moitié de la chaleur interne de la Terre. Notre planète fonctionne littéralement à l'énergie nucléaire, de manière naturelle, depuis sa naissance. Et elle continuera à fonctionner ainsi pendant des milliards d'années encore. Et cette chaleur interne alimente quelque chose d'absolument vital. Le champ magnétique terrestre.
Vous vous souvenez du noyau externe, cette couche de fer et de nickel en fusion qui tournoie constamment. Ce mouvement de métal liquide conducteur crée ce qu'on appelle un géodynamo, un mécanisme qui génère un champ magnétique puissant qui s'étend sur environ 65 000 km dans l'espace autour de la Terre. Ce champ magnétique est invisible. Vous ne pouvez pas le voir, le sentir, le toucher ou l'entendre. Mais sans lui, vous ne seriez pas en vie. Le Soleil émet en permanence un flux de particules chargées, appelé le vent solaire, qui se déplace à environ 1 600 000 km/h. Si ces particules atteignaient la surface de la Terre, elles détruiraient notre atmosphère. Elles arracheraient l'air de notre planète, molécule par molécule, comme elles l'ont fait sur Mars. Mars avait autrefois une atmosphère épaisse, des océans d'eau liquide, peut-être même de la vie. Mais Mars a perdu son champ magnétique il y a environ 4 milliards d'années, quand son noyau s'est refroidi et solidifié. Sans cette protection, le vent solaire a lentement dépouillé Mars de son atmosphère. Aujourd'hui, Mars est un désert froid et stérile, avec une atmosphère si mince qu'elle représente moins d'1% de celle de la Terre. Voilà ce qui arrive à une planète sans champ magnétique. Et voilà pourquoi celui de la Terre est si précieux. Il est la raison pour laquelle vous avez de l'air à respirer. Il est la raison pour laquelle il y a de l'eau liquide à la surface. Il est la raison pour laquelle la vie existe. Et il est généré par du fer en fusion qui tournoie à 5000 km sous vos pieds en ce moment même. Mais parfois, juste parfois, quelques particules du vent solaire réussissent à pénétrer le champ magnétique. Pas au centre, mais au pôle, là où les lignes de champ magnétique convergent et plongent vers la surface. Et quand ces particules chargées entrent dans la haute atmosphère au pôle, elles entrent en collision avec les atomes d'oxygène et d'azote. Ces collisions excitent les atomes, les remplissent d'énergie. Et quand les atomes libèrent cette énergie, ils émettent de la lumière. L'oxygène émet du vert et du rouge. L'azote émet du bleu et du violet. Le résultat est l'un des spectacles les plus magnifiques de la nature. Les aurores. L'aurore boréale dans le nord. L'aurore australe dans le sud. Et des rideaux de lumière dansante, verte, violette, rouge, bleue, qui ondulent silencieusement dans le ciel nocturne, à environ 100 à 300 km d'altitude. Les aurores ne font aucun bruit, bien que certaines personnes affirment les entendre, un léger crépitement ou un sifflement. Elles dansent pendant des heures, changeant de forme, de couleur, d'intensité. Et elles sont le résultat direct de la bataille silencieuse et constante entre le vent solaire et le champ magnétique terrestre. Chaque aurore que vous voyez est la preuve que votre planète vous protège. Chaque danse de lumière dans le ciel est le bouclier de la Terre qui fonctionne, qui dévie, qui absorbe. Les aurores sont la Terre qui transforme le danger en beauté. Sous vos pieds, les plaques tectoniques bougent. Que la surface de la Terre est composée de 15 plaques tectoniques majeures, et ces plaques flottent sur le manteau visqueux en dessous, se déplaçant lentement, inexorablement, à une vitesse de 1 à 10 cm par an. C'est à peu près la vitesse à laquelle vos ongles poussent. Vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas, mais la Terre se réarrange constamment sous vous. Il y a 250 millions d'années, tous les continents étaient réunis en un seul supercontinent, appelé la Pangée.
Toute la terre émergée était rassemblée en un seul endroit, entourée d'un seul immense océan, appelé Panthalassa. Puis, lentement, la Pangée s'est fragmentée. Les morceaux ont dérivé, poussés par les courants de convection dans le manteau. L'Amérique du Sud s'est séparée de l'Afrique. C'est l'Inde a dérivé vers le nord et est entrée en collision avec l'Asie. L'Australie s'est isolée. L'Antarctique a dérivé vers le pôle sud. Et le processus continue. En ce moment même, les continents bougent. L'Afrique se rapproche lentement de l'Europe. L'océan Atlantique s'élargit de quelques centimètres par an. L'océan Pacifique se rétrécit et dans environ 250 millions d'années, les géologues pensent que tous les continents pourraient se rejoindre à nouveau, formant un nouveau supercontinent que certains appellent Pangée Proxima. La Terre danse une valse lente avec elle-même, rassemblant ses continents, puis les dispersant, puis les rassemblant à nouveau. Un cycle qui dure des centaines de millions d'années. Et c'est ce mouvement lent qui crée les montagnes. L'Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes du monde, et a été formée il y a environ 50 millions d'années quand la plaque indienne est entrée en collision avec la plaque eurasienne. Et cette collision continue. L'Himalaya grandit encore d'environ 1 cm par an. Le mont Everest est un tout petit peu plus haut chaque année. Les montagnes sont la terre qui se froisse, qui se plisse, sous la pression lente et implacable des plaques. Elles sont des rides sur le visage d'une planète vivante. Et elles sont belles. Les vallées sont creusées par les glaciers, les océans sont ouverts par les plaques qui se séparent. Les îles sont créées par les volcans qui percent la croûte. Chaque paysage que vous avez jamais vu, chaque montagne, chaque vallée, chaque plage, chaque falaise est le résultat de millions d'années de mouvements géologiques lents. La Terre est une sculptrice patiente, où les continents sont son argile. Et maintenant, parlons de la chose la plus extraordinaire de cette planète, la chose qui rend la Terre unique parmi toutes les planètes que nous connaissons. La vie. La vie sur Terre est un miracle statistique. Pas un miracle au sens religieux, bien que vous puissiez le voir ainsi, si vous le souhaitez, mais un miracle au sens mathématique. Les conditions nécessaires à la vie telle que nous la connaissons sont si spécifiques, si précises, que le moindre changement dans n'importe quel paramètre rendrait la Terre inhabitable. Commençons par la position de la Terre dans le système solaire. Notre planète se trouve dans ce que les astronomes appellent la zone habitable ou la zone Goldilocks, pas trop près du Soleil, pas trop loin. Juste à la bonne distance pour que l'eau puisse exister sous forme liquide à la surface. Si la Terre était seulement 1% plus proche du Soleil, les océans s'évaporeraient. Si elle était 1% plus loin, les océans gèleraient. 1% sur 150 millions de kilomètres. La marge d'erreur est incroyablement étroite. Et la Terre se trouve exactement au bon endroit. Mais ce n'est pas tout. L'axe de la Terre est incliné de 23,5 degrés par rapport à son plan orbital. Cette inclinaison est ce qui donne à la Terre ses saisons. Sans cette inclinaison, il n'y aurait pas de saison. Les régions équatoriales seraient perpétuellement brûlantes. Les pôles seraient perpétuellement gelés et les zones tempérées n'existeraient pas. Et la raison pour laquelle cette inclinaison est stable est la raison pour laquelle elle ne varie pas de manière chaotique au fil du temps, c'est la Lune. La gravité de la Lune agit comme un stabilisateur, empêchant l'axe de la Terre d'osciller de manière
imprévisible. Sans la Lune, l'inclinaison de la Terre pourrait varier de 0 à 85 degrés au cours des millions d'années, créant des fluctuations climatiques si extrêmes que la vie complexe n'aurait probablement jamais pu évoluer. Et Jupiter, l'énorme géante gazeuse qui orbite loin de nous, joue également un rôle crucial. Jupiter est si massive, 318 fois la masse de la Terre, que sa gravité agit comme un bouclier cosmique. Elle attire ou dévie une grande partie des astéroïdes et des comètes qui pourraient autrement frapper la Terre. Sans Jupiter, notre planète subirait des impacts catastrophiques beaucoup plus fréquemment. Jupiter est le garde du corps de la Terre, silencieux, immense, vigilant. Tout devait être exactement comme ça. La bonne distance du Soleil, la bonne taille de planète, la bonne composition atmosphérique, la bonne quantité d'eau, la bonne inclinaison axiale, la bonne Lune pour stabiliser cette inclinaison, la bonne géante gazeuse pour absorber les impacts, le bon champ magnétique pour protéger l'atmosphère. Si l'un de ces paramètres avait été différent, même légèrement, la vie sur Terre n'existerait probablement pas. Et pourtant, tout est en place. Tout est parfait. Tout est exactement ce qu'il faut. Et vous êtes ici, vivant, respirant, écoutant ces mots, sur la seule planète de l'univers connue où cela est possible. Oh, la vie est apparue sur Terre il y a environ 3,8 milliards d'années. Nous ne savons pas exactement comment. C'est l'un des plus grands mystères non résolus de la science. Mais nous savons qu'à un moment donné, dans les océans primitifs de la Terre, des molécules chimiques se sont organisées d'une manière qui leur a permis de se reproduire, de muter, d'évoluer. Les premiers êtres vivants étaient des organismes unicellulaires, incroyablement simples, à peine plus que des sacs de produits chimiques autoréplicants. Et pendant 3 milliards d'années, la vie est restée unicellulaire. Pendant la grande majorité de l'histoire de la vie sur Terre, il n'y avait rien de plus complexe qu'une bactérie. Pas de plantes, pas d'animaux, pas de poissons, pas de dinosaures, pas d'arbres, pas de fleurs, et juste des milliards et des milliards de cellules microscopiques flottant dans les océans, se divisant, évoluant, attendant. Puis, il y a environ 540 millions d'années, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'explosion cambrienne. En l'espace de quelques millions d'années, un clin d'œil en termes géologiques, la vie complexe a explosé. Soudainement, les océans se sont remplis de créatures avec des yeux, des mâchoires, des carapaces, des nageoires, des tentacules, des prédateurs et des proies, des nageurs et des rampeurs, des formes de vie si diverses, si étranges, si créatives, que rien de comparable ne s'était jamais produit auparavant. C'est comme si la vie avait attendu 3 milliards d'années, accumulant de l'énergie, de la complexité, de l'information, et puis avait soudainement ouvert les vannes. L'explosion cambrienne est le Big Bang de la biologie. Mais avant que cette explosion puisse se produire, quelque chose de fondamental devait changer. L'atmosphère. Les premières formes de vie sur Terre ne respiraient pas d'oxygène. En fait, l'oxygène leur était mortel. L'atmosphère primitive de la Terre était composée principalement de méthane, d'ammoniac, de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau, pas d'oxygène libre. Puis, il y a environ 2,4 milliards d'années, un type de bactérie appelée cyanobactérie a inventé quelque chose de révolutionnaire, la photosynthèse. Ces minuscules organismes ont appris à utiliser la lumière du soleil pour convertir le dioxyde de carbone et l'eau en nourriture, libérant de l'oxygène comme déchet.
Et lentement, très lentement, sur des centaines de millions d'années, ces cyanobactéries ont rempli l'atmosphère d'oxygène. C'est ce qu'on appelle le grand événement d'oxydation. Et voici l'ironie. Ce fut la première catastrophe environnementale de la Terre. L'oxygène était un poison pour la plupart des organismes vivants de l'époque. Des espèces entières ont été anéanties. C'était une extinction massive causée par la pollution d'oxygène. Mais cette catastrophe a ouvert la porte à un nouveau type de vie, une vie qui utilisait l'oxygène pour produire de l'énergie de manière beaucoup plus efficace. Et cette vie a évolué pour devenir chaque créature qui respire de l'oxygène aujourd'hui. Vous inclus. Chaque souffle que vous prenez ce soir est un héritage de bactéries qui vivaient il y a 2,4 milliards d'années. Chaque inspiration est un cadeau qui a traversé le temps. Et la diversité de la vie sur Terre aujourd'hui est à couper le souffle. Les scientifiques estiment qu'il y a environ 8,7 millions d'espèces sur notre planète. 8,7 millions de formes de vie différentes, chacune adaptée à son environnement, chacune avec sa propre stratégie de survie, ses propres comportements, sa propre beauté. Et nous n'en avons identifié qu'environ 1,2 million. La grande majorité de la vie sur Terre est encore inconnue. Il y a des millions d'espèces dans les profondeurs des océans, dans la canopée des forêts tropicales, dans le sol sous vos pieds que la science n'a jamais décrite. Nous vivons sur une planète dont nous ne connaissons qu'une fraction des habitants. Et chaque année, de nouvelles espèces sont découvertes. Des poissons étranges dans les abysses. Et des insectes minuscules dans la canopée. Des bactéries dans des sources chaudes. La Terre ne cesse de nous surprendre. Et ces espèces ne vivent pas isolément. Elles sont toutes connectées dans un réseau de relations si complexe, si intriqué, que nous commençons à peine à le comprendre. Prenons les arbres, par exemple. Pendant longtemps, nous avons pensé que les arbres étaient des individus indépendants, chacun en compétition avec les autres, pour la lumière et les nutriments. Mais nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. Les arbres communiquent entre eux à travers un réseau souterrain de champignons, appelé le réseau mycorhizien, que certains scientifiques surnomment le Wood Wide Web, le réseau mondial du bois. Ce réseau de fils fongiques microscopiques connecte les racines des arbres les uns aux autres, permettant le transfert de nutriments, d'eau et même de signaux chimiques. Un arbre qui a accès à beaucoup de lumière peut envoyer des sucres à un arbre voisin qui est à l'ombre. Un arbre attaqué par des insectes peut envoyer des signaux chimiques à travers le réseau pour avertir les arbres voisins qui commencent alors à produire des défenses chimiques avant même d'être attaqués. Les arbres mères, les plus grands et les plus anciens, nourrissent les jeunes plants à travers ce réseau, leur envoyant les nutriments dont ils ont besoin pour survivre dans le sous-bois sombre. Une forêt n'est pas une collection d'arbres individuels. C'est un seul organisme vivant, respirant, communiquant, s'entraidant. C'est une communauté. Et quand vous marchez dans une forêt, et donc vous marchez au-dessus d'un réseau de communication plus ancien et plus complexe que n'importe quelle invention humaine. Et parlons des êtres vivants les plus anciens de la Terre. Des organismes qui défient notre compréhension du temps. Pando, dans l'Utah, aux États-Unis, est une colonie clonale de peupliers faux-trembles, ce qui ressemble à une forêt de 47 000 arbres individuels, est en réalité un seul organisme,
tous les troncs étant connectés par un système racinaire commun. Pando a un âge estimé de 80 000 ans, peut-être jusqu'à 1 million d'années. C'est l'un des organismes les plus anciens et les plus lourds jamais découverts. Il était vivant quand les premiers humains modernes ont quitté l'Afrique. Il a traversé des ères glaciaires, des changements climatiques, des millénaires d'histoire humaine. Et il est toujours là, silencieux, patient, tremblant doucement dans le vent, comme il l'a toujours fait. Les pins de Bristol Cone, dans les montagnes de Californie et du Nevada, sont des arbres individuels qui vivent depuis plus de 5000 ans. L'arbre le plus ancien connu, surnommé Mathusalem, a germé vers 3000 ans avant notre ère, avant la construction des pyramides d'Égypte. Il était un jeune plant quand les premières civilisations ont commencé à écrire. Il a vu des empires naître et mourir. Et il est toujours vivant, tordu par le vent, sculpté par le temps, mais vivant. Et la grande barrière de corail en Australie, la plus grande structure vivante sur Terre, visible depuis l'espace, a été construite au fil de 20 000 ans par de minuscules polypes coralliens, des animaux pas plus grands qu'un grain de riz et qui sécrètent du carbonate de calcium pour former leur squelette. Des milliards de ces minuscules créatures, travaillant ensemble sur des millénaires, ont construit une structure de 2300 km de long. C'est la preuve que la patience et la coopération peuvent construire des monuments que même les civilisations les plus puissantes ne pourraient jamais égaler. Et dans les endroits les plus sombres de la Terre, là où la lumière du soleil ne pénètre jamais, la vie a trouvé un moyen de briller. La bioluminescence. Environ 76% des créatures des grands fonds marins produisent leur propre lumière. Des poissons avec des lanternes biologiques suspendues devant leur gueule. Des méduses qui pulsent de lumière bleue et verte. Des calmars qui projettent des nuages de lumière pour confondre les prédateurs. Des vers tubulaires qui scintillent dans le noir absolu. Et ce n'est pas seulement dans l'océan. Les lucioles illuminent les nuits d'été avec leur lumière jaune-vert. Certains champignons brillent dans le noir. Et il existe des baies bioluminescentes, comme la Mosquito Bay à Porto Rico, où l'eau s'illumine d'un bleu électrique quand vous la touchez, grâce à des milliards de dinoflagellés microscopiques qui produisent de la lumière quand ils sont dérangés. Imaginez nager dans une eau qui brille autour de chacun de vos mouvements. C'est réel. C'est sur Terre. Dans les endroits les plus sombres de la planète, la vie a décidé de créer sa propre lumière. Si ce n'est pas beau, je ne sais pas ce qu'il l'est. Si vous êtes encore éveillé en ce moment, si ces faits vous accompagnent dans la douce descente vers le sommeil. Donc laissez un commentaire avec votre fait préféré jusqu'ici, même un seul mot. Cela m'aide plus que vous ne le pensez. Et maintenant, continuons. La vie sur Terre voyage aussi. Les migrations animales sont parmi les phénomènes les plus incroyables de la nature. La sterne arctique, un oiseau qui ne pèse que 100 grammes, effectue chaque année la plus longue migration de tous les animaux. Elle vole de l'Arctique à l'Antarctique et retour, un voyage d'environ 71 000 km par an. Au cours de sa vie, qui peut durer plus de 30 ans, une sterne arctique parcourt l'équivalent de 3 allers-retours vers la Lune. Un oiseau de 100 grammes qui voyage vers la Lune et en revient 3 fois. Et il le fait en volant avec ses propres ailes, guidé par un instinct que nous ne comprenons pas entièrement. Les papillons monarques effectuent une migration de 4800 km entre le Canada et le Mexique. Mais voici ce qui est vraiment
extraordinaire. Aucun papillon individuel ne fait le voyage aller-retour complet. Le voyage prend plusieurs générations. Un papillon part du Canada, vole vers le sud, se reproduit et meurt. Ses enfants continuent le voyage vers le sud, puis leurs enfants. Et finalement, une génération arrive au Mexique, dans les mêmes forêts, sur les mêmes arbres que leurs arrière-arrière-grands-parents ont quittés. Comment? Comment un papillon qui n'est jamais allé au Mexique sait-il exactement où aller? La réponse implique probablement une combinaison de navigation solaire, de champs magnétiques terrestres et de mémoire génétique. Mais la vérité est que nous ne comprenons pas complètement. C'est l'un des mystères non résolus de la biologie. Et les baleines à bosse chantent. Elles produisent des séquences complexes de sons, des chants, qui peuvent durer des heures et se propager à travers l'océan sur des milliers de kilomètres. Chaque population de baleines à bosse a son propre chant, et ce chant évolue au fil du temps, de nouvelles phrases étant ajoutées et d'anciennes étant supprimées. C'est comme une culture musicale sous-marine. Les baleines apprennent les chants les unes des autres, les modifient, les transmettent. Personne ne sait exactement pourquoi elles chantent. Peut-être pour attirer un partenaire, peut-être pour communiquer, peut-être simplement parce que le chant est important pour elles, d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. En ce moment même, quelque part dans les profondeurs de l'océan, et d'une baleine chante une chanson qui voyage à travers l'eau sur 16 000 kilomètres, portée par les courants, rebondissant sur le fond marin, atteignant des oreilles que nous ne pouvons même pas imaginer. La Terre n'est jamais silencieuse. Même en ce moment, alors que vous êtes dans le calme de la nuit, la planète est pleine de sons. Le murmure profond de l'océan, le bruissement de 3 billions d'arbres, les appels d'environ 50 milliards d'oiseaux, les chants des baleines qui traversent les profondeurs, le bourdonnement des insectes, le craquement des glaciers, le gémissement du vent dans les canyons, et ce bourdonnement profond, subsonique, de la planète elle-même, cette vibration constante que vous ne pouvez pas entendre, mais qui est toujours là. La Terre chante. En ce moment même. Tout le temps, et depuis des milliards d'années. Et vous faites partie de cette symphonie. Votre respiration, votre battement de cœur sont des notes dans la grande chanson de la Terre. Maintenant, éloignons-nous, loin, très loin. Quittons la surface de la Terre, quittons l'atmosphère et regardons notre planète de l'extérieur, depuis l'espace. Le 14 février 1990, la sonde Voyager 1, qui avait quitté la Terre 13 ans plus tôt, était sur le point de dépasser Pluton et de quitter le système solaire pour toujours. L'astronome Carl Sagan a convaincu la NASA de retourner les caméras de Voyager vers la Terre pour prendre une dernière photo. À une distance de 6 milliards de kilomètres, la Terre apparaissait comme un minuscule point bleu pâle, un grain de poussière suspendu dans un rayon de lumière. Et moins d'1 pixel sur l'image. Et Carl Sagan a écrit ces mots, qui sont parmi les plus beaux jamais écrits par un être humain. Regardez encore ce point. C'est ici. C'est chez nous. C'est nous. Sur lui, tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez jamais entendu parler, tous les êtres humains qui ont jamais vécu, ont vécu leur vie. L'ensemble de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions, d'idéologies et de doctrines économiques assurées. Chaque chasseur et chaque cueilleur, chaque héros et chaque lâche,
chaque créateur et chaque destructeur de civilisation, chaque roi et chaque paysan, chaque jeune couple amoureux, chaque mère et chaque père, chaque enfant plein d'espoir, chaque inventeur et chaque explorateur, chaque professeur de morale, chaque politicien corrompu, chaque superstar et chaque dirigeant suprême, chaque saint et chaque pécheur dans l'histoire de notre espèce a vécu là, sur un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Ce point bleu pâle, la photographie la plus humble, la plus apaisante, la plus transformatrice jamais prise. Et si nous plaçons la Terre dans son contexte cosmique, la perspective devient encore plus vertigineuse et paradoxalement encore plus apaisante. La Terre est une petite planète rocheuse en orbite autour d'une étoile de taille moyenne appelée le Soleil, dans le bras d'Orion de la Voie lactée, qui elle-même fait partie d'un petit groupe de galaxies appelé le groupe local, qui fait partie d'un amas de galaxies appelé le superamas de la Vierge, qui fait partie d'une structure encore plus grande appelée le superamas de l'Aniakea, qui fait partie de l'univers observable, ou qui a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière et contient environ 2000 milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Et dans toute cette immensité et dans tout cet espace incompréhensible, la Terre est le seul endroit que nous connaissons qui abrite la vie, le seul. Sur 2000 milliards de galaxies, sur des milliards d'étoiles, sur d'innombrables planètes, la Terre est, pour autant que nous le sachions, un cas unique, un miracle cosmique, un accident statistique si improbable qu'il défie toute compréhension. Et vous êtes dessus, en ce moment, respirant, écoutant, existant. Les astronautes qui ont eu le privilège de voir la Terre depuis l'espace rapportent une expérience psychologique profonde, appelée l'effet de surplomb, ou Overview Effect en anglais. Et quand ils regardent la Terre de là-haut, les frontières nationales disparaissent, les conflits semblent insignifiants, la fragile bulle bleue de l'atmosphère, si mince qu'on pourrait la traverser en quelques minutes en voiture si elle était une route, apparaît comme un miracle impossible. Les astronautes décrivent un changement fondamental dans leur perception, un sentiment soudain d'unité avec toute l'humanité, une conscience aiguë de la fragilité de la vie, une paix profonde qui les transforme pour toujours. L'astronaute Edgar Mitchell, qui a marché sur la Lune lors de la mission Apollo 14, a décrit un sentiment d'euphorie universelle, un sentiment profond de connexion avec l'univers. L'astronaute Ron Garand a parlé d'une prise de conscience que nous sommes tous dans ce vaisseau spatial ensemble, ce vaisseau spatial Terre, et que nous devons en prendre soin. Le 24 décembre 1968, les 3 astronautes de la mission Apollo 8 sont devenus les premiers êtres humains à orbiter autour de la Lune. Alors qu'ils émergeaient de l'autre côté de la Lune, ils ont vu quelque chose qu'aucun être humain n'avait jamais vu auparavant. La Terre se levant au-dessus de l'horizon lunaire. Un orbe bleu et blanc, lumineux, vibrant, flottant dans le noir absolu de l'espace. L'astronaute William Anders a pris une photographie de cette scène, connue désormais sous le nom de « lever de terre » ou « Earthrise ». Cette photographie est souvent considérée comme la photo la plus influente jamais prise. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité pouvait se voir elle-même, vue de l'extérieur. Et ce qu'elle a vu était une planète magnifique, fragile et isolée et incroyablement précieuse.
On attribue souvent à cette photographie le déclenchement du mouvement environnemental moderne. Elle a changé la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Nous n'étions plus les habitants de différents pays. Nous étions les habitants d'une seule planète, bleue, vivante, suspendue dans le vide. Et en 1977, 2 vaisseaux spatiaux ont été lancés dans l'espace, emportant avec eux quelque chose de profondément émouvant. Les sondes. Voyager 1 et Voyager 2 portaient chacune un disque d'or, le Voyager Golden Record. Ce disque contenait des sons de la Terre, le vent, la pluie, le tonnerre, le chant des oiseaux, le chant des baleines, le rire humain, les premiers mots d'une mère à son nouveau-né. De la musique de toutes les cultures, de Bach à Chuck Berry, et de la musique traditionnelle japonaise au gamelan javanais, des salutations en 55 langues, des images de la vie sur Terre, le battement d'un cœur humain, des ondes cérébrales enregistrées alors que quelqu'un pensait à l'amour. Tout cela encodé sur un disque plaqué or, avec des instructions pour le lire gravé sur sa surface. En ce moment, ces disques sont dans l'espace interstellaire, à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, voyageant dans le noir entre les étoiles, portant les sons de notre monde vers l'inconnu. Le message le plus paisible jamais envoyé. Une bouteille à la mer jetée dans un océan cosmique. Et comment la Terre apparaît-elle depuis différentes distances? Depuis la Lune, à 384 000 km, la Terre est un magnifique orbe bleu et blanc, environ 4 fois la taille de la pleine Lune vue depuis la Terre. Vous pouvez voir les continents, les océans, les nuages, les cyclones qui tourbillonnent. C'est une vue qui inspire la crainte et la paix en même temps. Depuis Mars, quand les 2 planètes se sont proches, la Terre apparaît comme une étoile brillante dans le ciel martien, un peu plus brillante que les autres étoiles, avec une teinte bleuâtre. Si vous étiez sur Mars et que vous regardiez la Terre, vous ne pourriez pas imaginer que 7 milliards de personnes y vivent, que des civilisations y prospèrent, que des enfants y rient. Ce ne serait qu'un point de lumière parmi tant d'autres. Depuis Saturne, grâce aux images prises par la sonde Cassini, la Terre apparaît comme un minuscule point bleu pâle, presque impossible à distinguer du fond étoilé. Oh, et depuis au-delà du système solaire, la Terre est invisible, perdue dans la lumière du Soleil, indiscernable, comme si elle n'existait pas du tout. Et pourtant, tout ce que vous avez jamais connu, tout ce que vous avez jamais aimé, tout ce qui a jamais compté pour qui que ce soit, est là, sur ce point invisible. Comparons la Terre au reste de l'univers. Le diamètre de la Terre est de 12 742 km. Le diamètre du Soleil est de 1 390 000 km. Vous pourriez aligner 109 terres, côte à côte, à travers le Soleil. Et le Soleil est une étoile moyenne. Il y a des étoiles beaucoup plus grandes. Bételgeuse, dans la constellation d'Orion, a un diamètre environ 1000 fois supérieur à celui du Soleil. Et si vous placiez Bételgeuse au centre de notre système solaire, sa surface s'étendrait au-delà de l'orbite de Jupiter. Et l'une des plus grandes étoiles connues, Stephenson 218, est si vaste que la lumière mettrait 8h30 à en faire le tour. 8h30 à la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles, chacune possédant potentiellement des planètes. Les nombres sont si grands qu'ils perdent tout sens. Et sur une petite planète, en orbite,
autour d'une petite étoile, dans une galaxie ordinaire, dans un coin insignifiant de l'univers. Vous existez. Vous respirez. Vous écoutez ces mots. Vous tombez doucement endormi. Revenons sur Terre maintenant. Revenons au rythme doux et familier de notre planète. Les rythmes qui bercent toute vie depuis des milliards d'années. La Terre a connu environ 1,660 milliard de levées de soleil depuis sa formation. 1,660 milliard. Et chaque matin, sans exception, le soleil s'est levé. Certains matins, au-dessus d'un monde recouvert de glace. Certains matins, au-dessus d'océans chauds et peu profonds grouillant de vie primitive. Certains matins, au-dessus de forêts de fougères géantes de l'ère carbonifère. Certains matins, au-dessus de dinosaures. Et certains matins, plus récemment, au-dessus de villes, de champs, de maisons, de gens. Mais le soleil s'est toujours levé. Toujours. C'est la constante la plus fiable de la vie sur Terre. Et demain matin, il se lèvera encore. En ce moment où quelque part sur Terre, le soleil se lève, quelque part d'autre, il se couche. La ligne qui sépare le jour de la nuit, appelée le terminateur, se déplace à travers la surface de la Terre, à environ 1670 km/h à l'équateur. C'est une vague de lumière et d'obscurité qui balaye la planète sans cesse, créant un cycle perpétuel de jour et de nuit, d'éveil et de sommeil, d'activité et de repos. À tout moment, environ la moitié de l'humanité est dans la lumière et l'autre moitié est dans l'obscurité. En ce moment, vous êtes dans l'obscurité. Mais de l'autre côté de la planète, quelqu'un commence sa journée, boit son café, regarde le soleil monter dans le ciel. Et quand vous vous réveillerez demain, cette personne sera en train de s'endormir. C'est un équilibre parfait. Un relais perpétuel entre le jour et la nuit. La Terre ne dort jamais complètement. Il y a toujours quelqu'un qui est éveillé. Le ciel nocturne au-dessus de vous en ce moment est l'une des vues les plus apaisantes que la nature offre. Par une nuit claire, loin des lumières de la ville, vous pouvez voir entre 2500 et 5000 étoiles à l'œil nu. 5000 points de lumière. Et chacun de ces points est un soleil. Certains beaucoup plus grands et plus brillants que le nôtre, à des distances si immenses que les nombres perdent tout sens. La lumière de l'étoile la plus proche de nous après le Soleil, Proxima Centauri, met 4 ans et 3 mois pour nous atteindre. Cela signifie que quand vous regardez Proxima Centauri, vous ne la voyez pas telle qu'elle est maintenant, mais telle qu'elle était il y a 4 ans et 3 mois. Vous regardez le passé. Et les étoiles plus lointaines vous montrent un passé encore plus ancien. Certaines des étoiles que vous pouvez voir à l'œil nu sont à des milliers d'années-lumière. Leur lumière a quitté ces étoiles quand les pyramides étaient encore debout dans leur gloire d'origine, quand Rome n'était qu'un village, quand la plupart des continents étaient peuplés de tribus nomades. Et certaines de ces étoiles n'existent peut-être même plus. Elles ont pu exploser en supernovae il y a des siècles ou des millénaires, mais leur lumière voyage encore vers nous, un dernier message d'une étoile morte qui ne sait pas encore qu'elle est morte. Le ciel nocturne est une machine à remonter le temps. Chaque regard vers le haut est un regard vers le passé. Et la galaxie d'Andromède. Cette tache floue que vous pouvez parfois apercevoir par une nuit très claire est l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, à environ 2,5 millions d'années-lumière.
La lumière que vous voyez d'Andromède a quitté cette galaxie quand nos ancêtres Homo habilis apprenaient à peine à utiliser des outils de pierre. 2,5 millions d'années de voyage à la vitesse de la lumière. Et cette lumière arrive enfin dans vos yeux, ce soir, alors que vous êtes allongé dans votre lit. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette idée, que la lumière voyage patiemment, silencieusement, pendant des millions d'années, à travers le vide de l'espace, juste pour atteindre vos yeux. Comme si l'univers voulait être vu, comme si chaque étoile envoyait un message. Et ce soir, vous êtes celui qui le reçoit. La Lune, donc votre compagne nocturne. La Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années, très probablement lors d'un événement cataclysmique, un objet de la taille de Mars que les scientifiques appellent Theia, est entré en collision avec la jeune Terre. L'impact a été si violent qu'il a arraché d'énormes quantités de matière des deux corps, et cette matière s'est retrouvée en orbite autour de la Terre, où elle s'est progressivement rassemblée pour former la Lune. La Lune est née d'une catastrophe cosmique. Et pourtant, elle est devenue l'une des choses les plus paisibles du ciel nocturne. La Lune est en rotation synchrone avec la Terre, ce qui signifie qu'elle met exactement le même temps à tourner sur elle-même qu'à faire le tour de la Terre. Ok, le résultat est que la même face de la Lune est toujours tournée vers nous. Toujours. La face cachée de la Lune, que nous ne voyons jamais depuis la surface de la Terre, n'a été vue pour la première fois qu'en 1959, quand la sonde soviétique Luna 3 l'a photographiée. Et elle est très différente de la face visible. Moins de mer sombre, plus de cratères, un paysage plus brutal, plus battu. Comme si la Lune montrait son beau côté à la Terre et gardait ses cicatrices cachées. La lumière de la Lune n'est pas sa propre lumière. C'est la lumière du Soleil, réfléchie par la surface lunaire. C'est une lumière de seconde main, douce, argentée, apaisante. Beaucoup moins intense que la lumière directe du Soleil, juste assez pour projeter des ombres douces, pour illuminer un paysage nocturne, aille pour donner au monde une qualité onirique presque irréelle. Les humains ont contemplé cette même lune pendant des centaines de milliers d'années. Vos ancêtres les plus lointains, les premiers Homo sapiens d'Afrique, ont levé les yeux vers le même astre que vous voyez ce soir. La Lune est l'un des seuls éléments de l'expérience humaine qui est véritablement universel et intemporel. Chaque culture l'a nommée, l'a vénérée, l'a crainte, l'a aimée. Elle a inspiré des mythes, des poèmes, des chansons d'amour, des religions. Et elle sera là bien après que nous serons partis, brillant doucement dans la nuit, pour quiconque lèvera les yeux. La Lune s'éloigne de nous, vous vous souvenez? 3,8 cm par an. C'est une distance infinitésimale, mais elle s'accumule au fil du temps. Il y a des milliards d'années où la Lune était beaucoup plus proche de la Terre. Elle paraissait beaucoup plus grande dans le ciel. Les marées étaient beaucoup plus fortes. Les jours étaient plus courts. Et dans des milliards d'années, la Lune sera si loin que les éclipses solaires totales ne seront plus possibles parce que la Lune ne sera plus assez grande pour couvrir entièrement le Soleil. Nous vivons dans une époque cosmique particulière, une époque où la Lune a exactement la bonne taille et la bonne distance pour créer l'un des spectacles les plus extraordinaires de la nature, l'éclipse solaire totale, quand la Lune couvre parfaitement le Soleil et que le jour se transforme en nuit pendant quelques minutes magiques. C'est une coïncidence cosmique.
La Lune est environ 400 fois plus petite que le Soleil. Ah, mais elle est aussi environ 400 fois plus proche. Le résultat est qu'elles ont presque exactement la même taille apparente dans le ciel. Aucune autre planète de notre système solaire n'a cette coïncidence. C'est unique à la Terre. Un cadeau cosmique temporaire. Les saisons. L'inclinaison de 23,5 degrés de l'axe terrestre signifie que, tout au long de l'année, différentes parties de la Terre reçoivent des quantités variables de lumière solaire. Quand l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, c'est l'été dans le nord et l'hiver dans le sud. 6 mois plus tard, c'est l'inverse. Ce cycle saisonnier est le métronome de la vie sur Terre. Il dicte quand les arbres fleurissent et quand ils perdent leurs feuilles, quand les oiseaux migrent et quand ils reviennent, quand les ours hibernent et quand ils se réveillent, quand les baleines voyagent vers le nord et quand elles retournent vers le sud. Chaque être vivant sur Terre est synchronisé avec ce rythme saisonnier, un rythme créé par une simple inclinaison de 23,5 degrés, stabilisé par une lune née d'une collision cosmique il y a 4 milliards et demi d'années. Et les saisons donnent à la Terre l'impression de respirer. Au printemps, dans l'hémisphère nord, les forêts se réveillent. Les feuilles poussent. La chlorophylle absorbe le dioxyde de carbone de l'atmosphère. La Terre inspire. En automne, les feuilles tombent, se décomposent et le carbone est libéré dans l'atmosphère. La Terre expire. Si vous observez les mesures de CO2 atmosphérique au fil de l'année, vous pouvez voir cette respiration. Une oscillation régulière qui monte et descend avec les saisons. La Terre respire, littéralement. Et chaque respiration dure 1 an. Et votre corps sait tout cela. Pas consciemment, bien sûr, mais biologiquement. Vous avez une horloge interne, un rythme circadien, qui est synchronisé avec la rotation de la Terre. Quand le soleil se couche et que l'obscurité tombe, votre glande pinéale commence à produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Votre température corporelle baisse légèrement. Votre rythme cardiaque ralentit. Votre pression artérielle diminue. Vos muscles se relâchent. Votre corps se prépare au sommeil, non pas parce que vous avez décidé de dormir, mais parce que la Terre a tourné et que l'obscurité s'est venue, et votre corps répond à ce signal, comme il le fait chaque nuit depuis votre naissance. Alors vous êtes synchronisé avec la rotation de la planète. Votre sommeil n'est pas simplement un besoin biologique. C'est une réponse à la danse de la Terre avec le Soleil. Votre fatigue, en ce moment, est le résultat direct du fait que votre côté de la planète est tourné loin du Soleil. Votre somnolence est le rythme de la Terre, s'exprimant à travers votre biologie. Vous n'êtes pas seulement sur la Terre, vous êtes la Terre, fait de ses atomes, synchronisé avec sa rotation, bercé par son mouvement. Et maintenant, alors que le sommeil commence peut-être à vous gagner, laissez-moi partager avec vous quelques derniers faits doux et apaisants. Des faits qui sont comme des étoiles, petits mais lumineux, dispersés dans la nuit pour vous accompagner vers le sommeil. La côte totale de la Terre mesure environ 1 600 000 km. Si vous pouviez marcher le long de chaque centimètre de côte, cela vous prendrait environ 32 ans sans arrêt. 32 ans de plages, de falaises, de mangroves, de fjords, de deltas, de récifs. 32 ans de vagues se brisant sur le rivage. Et chaque vague est unique, comme chaque flocon de neige, formé par la combinaison unique de vent, de courant, de profondeur et de fond marin à cet endroit précis, à cet instant précis. Aucune vague
n'est jamais identique à une autre. L'océan est une machine à créer de l'unicité. Il y a plus d'arbres sur Terre que d'étoiles dans la Voie lactée. Environ 3000 milliards d'arbres contre 100 à 400 milliards d'étoiles. 3000 milliards d'arbres. C'est un nombre si vaste que si chaque être humain sur Terre devait compter un arbre par seconde, il nous faudrait encore des années pour tous les compter. Et chacun de ces arbres est un être vivant, enraciné dans le sol, tendant ses branches vers le ciel, absorbant le dioxyde de carbone et libérant l'oxygène que vous respirez en ce moment. Chaque souffle que vous prenez cette nuit contient de l'oxygène, produit par un arbre quelque part sur la planète. Peut-être un chêne dans une forêt européenne. Peut-être un eucalyptus en Australie. Peut-être un séquoia géant en Californie. Chaque respiration vous connecte à un arbre que vous ne verrez probablement jamais. La forêt amazonienne, à elle seule, produit environ 6% de l'oxygène du monde et abrite environ 10% de toutes les espèces connues sur Terre. Et les phytoplanctons des océans, ces organismes microscopiques qui flottent à la surface des mers, et produisent plus de 50% de l'oxygène de la planète. Plus de la moitié de l'air que vous respirez vient de la mer. De créatures si petites que vous ne pouvez pas les voir sans un microscope. Les véritables poumons de la Terre ne sont pas les forêts, aussi importantes soient-elles. Ce sont les océans. Ce sont des milliards de cellules microscopiques qui convertissent silencieusement la lumière du soleil en oxygène, jour après jour, depuis des milliards d'années. Le sol sous vos pieds est un monde à part entière. Une seule cuillère à café de sol sain contient plus de micro-organismes qu'il n'y a d'êtres humains sur la planète. Des milliards de bactéries, de champignons, d'archées, de protozoaires, de nématodes vivent dans chaque poignée de terre. Ils décomposent la matière organique, recyclent les nutriments, créent la structure du sol qui permet aux plantes de pousser. Sans ces organismes microscopiques, aucune plante ne pourrait survivre. Et sans plantes, aucun animal ne pourrait survivre. La civilisation humaine tout entière repose littéralement sur quelques centimètres de sol vivant. Et nous y pensons rarement. L'endroit le plus silencieux sur Terre est la chambre anéchoïque du laboratoire Orfield à Minneapolis, dans le Minnesota. Cette pièce est si bien isolée de tout son extérieur et absorbe si efficacement les sons internes que le niveau de bruit de fond est de -9,4 décibels. C'est si silencieux que vous pouvez entendre votre propre sang circuler dans vos veines, le fonctionnement de vos poumons, le battement de votre cœur. Les gens qui restent dans cette pièce pendant plus de quelques minutes commencent à halluciner parce que le cerveau, habitué à un flux constant de stimuli sonores, commence à créer ses propres sons quand il n'en reçoit plus. Le silence absolu, il s'avère, est quelque chose que le cerveau humain ne peut pas supporter. Nous avons besoin de sons. Nous avons besoin du murmure constant de la terre pour rester ancrés dans la réalité.